Le 4 septembre 476, la déposition de l'empereur Romulus Augustule scelle symboliquement la disparition de l'Empire romain d'Occident. Comment cet empire, qui a dominé pendant un demi-millénaire un territoire aujourd'hui partagé entre 30 nations, a-t-il pu s'effondrer? La chute de Rome est un sujet qui continue de susciter l'intérêt et n'a cessé d'être revisité et débattu au fil des siècles. Sûrement car il a toujours fait écho aux angoisses des contemporains face à la crainte de la fin de leur civilisation. Explorons les racines d'un effondrement historique, une histoire dont la résonance dépasse largement le cadre de l'Antiquité. À la mort de l'empereur Théodose en janvier 395, ses deux enfants se partagent l'empire, conformément à ses souhaits. Honorius, qui a 10 ans, règne sur la partie occidentale de l'empire, depuis Milan, puis Ravenne. Il est sous la régence de Stylicon, un proche de Théodose d'origine vandale qui a réussi à gravir les échelons grâce à une brillante carrière militaire. Le deuxième fils de Théodose, Arcadius, qui a 18 ans, règne sur la partie orientale de l'empire, depuis Constantinople. Il est sous la régence de Rufin. Bien que ce type de partage ne soit pas exceptionnel dans l'histoire de l'Empire romain, les tensions entre Rufin et Stylicon vont éloigner les deux empires, ce qui aura des conséquences dramatiques. D'autant qu'Alaric, un Goth, saura habilement tirer avantage de ce conflit. Les Goths sont un peuple germanique des rives nord de la mer Noire. Vers 370, ils sont victimes de nombreux raids des Huns, un groupe composite de plusieurs peuples venant d'Asie centrale. Certains des Goths tentent alors de s'installer dans l'Empire romain. Si l'empereur Valence les laisse d'abord franchir le Danube en 376 pour s'installer en Thrace, des tensions vont vite émerger et les Goths vont se révolter contre Rome. À la bataille d'Andrinople en 378, l'armée romaine va subir une cuisante défaite qui coûtera la vie à l'empereur et aux 2 tiers de son armée. Théodose fixe finalement les Goths à la suite d'un traité. Il leur accorde des terres en Mésie avec pour mission de protéger les frontières. Pendant tout le règne de Théodose, les Goths seront fidèles à l'empereur, mais à la mort de ces derniers, ils se révolteront de nouveau. Le groupe le plus important, mené par Alaric, chef des fédérés wisigoths, va mettre à profit les tensions entre la cour d'Arcadius à Constantinople et celle d'Honorius à Milan pour le contrôle de l'Illyrie. Alaric et ses troupes dévastent les Balkans et la Grèce. Sans doute dans l'espoir de neutraliser Alaric, Arcadius s'alliera à lui. Alaric marche ensuite sur l'Italie et en dévaste toute la partie nord avant d'être arrêté par Stylicon en avril 402. Ce dernier essaye de l'utiliser comme mercenaire. Mais une fois Stylicon assassiné en 408, les relations entre Honorius et Alaric se détériorent rapidement, et Alaric prendra Rome et mettra la ville à sac pendant 3 jours en 410. Alaric mourra de fièvre 1 an plus tard après avoir pillé l'Italie du Sud et tenté d'envahir l'Afrique. Après de nouvelles victoires romaines, les successeurs d'Alaric redeviennent fédérés et le pouvoir impérial installe les Wisigoths en Aquitaine et en Espagne. Cependant, les mouvements de troupes d'Alaric dans les Balkans, qui ont successivement menacé Constantinople puis l'Italie, ont eu de graves conséquences pour l'Empire d'Occident. Pour les contenir, Stylicon a dû prélever des troupes aux frontières du Rhin, affaiblissant ainsi cette ligne défensive. Cela permet, en hiver 406-407, à plusieurs peuples germaniques de pénétrer en Gaule. Plusieurs phénomènes vont alors se conjuguer. Ces invasions suscitent en effet des usurpations dans diverses régions. Les envahisseurs s'allient tantôt à l'usurpateur, tantôt au pouvoir impérial légitime. Ce jeu d'alliances complexe et en perpétuel mouvement va amener progressivement l'Empire d'Occident à renoncer à certaines régions. Les Alamans puis les Francs s'installent à l'ouest du Rhin, dans les anciennes provinces de Germanie et dans une partie de la Gaule belgique. La Bretagne est abandonnée à son sort dans les années 407 à 411. Elle doit faire face aux invasions des Pictes et des Scots, venus des actuelles Écosse et Irlande, puis des Saxons venus du continent. Les Suèves, Vandales et Alains franchissent les Pyrénées en 409 et s'installent en Espagne, mais ils doivent ensuite affronter les Wisigoths, alliés des Romains. Honorius meurt en 423 et son neveu Valentinien III devient empereur alors qu'il n'a que 6 ans. Comme pour Honorius, le véritable pouvoir est détenu par des généraux, notamment Aetius. Ce dernier cherche à maintenir la Gaule sous contrôle romain. Il établit les Burgondes comme fédérés, puis il doit faire face aux Huns et à leur chef Attila, qui, après avoir extorqué de nombreux tributs à l'Empire d'Orient, rassemble son armée et attaque la Gaule. Il ravage Metz et s'avance jusqu'à Orléans avant de se faire repousser par les armées d'Aetius et du roi des Wisigoths à la bataille des Champs Cataloniques en 451. L'année suivante, Attila avance sur l'Italie. L'empereur d'Orient, Marcien, intervient pour venir en aide à Valentinien III. Attila se retire finalement avec un immense butin. Sa mort, peu de temps après, entraîne une guerre de succession, faisant diminuer la menace des Huns.
L'Empire doit aussi faire face à la menace vandale. Repoussé d'Espagne, il traverse le détroit de Gibraltar en 429 guidé par le roi Genséric. Il s'empare de Carthage en 439. La perte de l'Afrique, grenier à blé de l'Empire d'Occident, prive l'empereur de nombreuses ressources et va encore accélérer le délitement du pouvoir impérial. Depuis leur base en Afrique et en Sicile, les Vandales lancent des raids maritimes contre l'Italie et même contre Rome. Aetius et Valentinien III ne verront pas le plus célèbre de ces assauts. En 454, Valentinien, craignant l'influence grandissante de son général, le fait assassiner. Quelques mois plus tard, l'empereur est lui-même tué. L'année suivante, en 455, les Vandales menés par Genséric remontent le Tibre et pillent Rome pendant 2 semaines. Les 20 années suivantes voient la succession d'empereurs éphémères. Ils seront sous la coupe de généraux, notamment Ricimer, d'origine suève jusqu'à sa mort en 472. Pendant cette période, l'Empire d'Occident subira de nombreuses défaites, notamment en 468 contre les Vandales, mais surtout en 472 où il y aura le troisième sac de Rome, mené par le Burgonde Gondebaud, allié de Ricimer, qui décapite l'empereur Antémus. En 475, l'empereur romain d'Orient, Zénon, place sur le trône de Ravenne Julius Népos. Le maître des milices, commandant l'armée d'Italie, Oreste, refuse et s'empare de Ravenne, contraignant Julius Népos à s'enfuir. Oreste décide de faire acclamer son fils, Romulus Augustule, âgé de 13 ans, empereur. C'est alors que Odoacre, d'origine skyre, commandant des troupes étrangères de l'armée romaine, est proclamé roi par ses soldats. Il vaincra Oreste et s'empare de Ravenne. Il capturera Romulus Augustule et renverra ses insignes à l'empereur de Constantinople. Ainsi, il semble que les rois barbares qui gouvernaient les différentes régions de l'Empire d'Occident, tout en reconnaissant plus ou moins l'autorité impériale, aient estimé que le maintien d'un empereur en Italie n'avait plus d'utilité. Désormais, un seul empereur est reconnu par tous, celui de Constantinople. À la fin du 5e siècle, l'Empire romain d'Occident est divisé en plusieurs royaumes importants. Le royaume vandale en Afrique, le royaume ostrogothique en Italie, le royaume visigothique en Espagne, et enfin le royaume franc et burgonde en Gaule. Les hommes à la tête de ces royaumes, les nouveaux maîtres de l'Occident, ont hérité des empereurs sur plusieurs points. Ils portent des titres romains et sont parfois reconnus par Constantinople. Ils sont chrétiens et leur législation se veut souvent une continuité du droit romain impérial. À l'Est, l'Empire romain d'Orient perdure. Bien que nous l'appelons par convention byzantin aujourd'hui, jusqu'en 1453, ses habitants s'appelleront toujours entre eux romains. J'ai présenté jusqu'ici une histoire essentiellement événementielle, politique, migratoire et militaire pour expliquer le déclin de l'Empire romain d'Occident. Bien que je sois persuadé que ce sont les principales causes de la chute de Rome, limiter l'analyse à ces seuls aspects reviendrait à ignorer l'action d'autres facteurs dont l'influence fut aussi décisive. Nous allons brièvement évoquer quelques-uns de ces facteurs en gardant en tête que c'est un sujet complexe. Le déclin de Rome s'étale sur plusieurs siècles et l'historiographie est abyssale. Alexander Dement recense quelques 210 explications proposées par 400 auteurs sur la chute de Rome. C'est vous dire. Parmi les facteurs que nous aimerions évoquer, il y a les aspects économiques. À partir du IIIe siècle, l'Empire subit une succession de crises monétaires et fiscales. Dépréciation de la monnaie, inflation persistante et alourdissement de la pression fiscale. Ces fragilités réduisent la capacité de l'État à financer ses armées et ses infrastructures. Les recherches récentes mettent également en lumière l'impact des variations climatiques. Après la relative stabilité de l'optimum climatique romain qui s'arrête vers le IIe siècle de notre ère, un refroidissement progressif, perceptible dès le IIIe siècle dans certaines régions, comme la Gaule, perturbe les récoltes. Les disettes qui en résultent entraînent famine, déplacement de population et exacerbation des tensions sociales. Enfin, les grandes pandémies de l'Antiquité tardive ont sûrement provoqué de lourdes pertes démographiques. En affaiblissant les effectifs militaires, en réduisant la main-d'œuvre agricole et artisanale, et en freinant la reprise économique, elle accentue la vulnérabilité de l'Empire. Plus de 15 siècles après la chute de l'Empire romain d'Occident, son héritage irrigue encore nos sociétés. Nous lui devons par exemple une partie de nos langues issues du latin, un droit qui structure nos systèmes juridiques, un sens de l'urbanisme et de l'architecture qui façonne encore nos villes. Mais cet héritage n'est pas uniquement porteur de valeurs positives. Il a aussi nourri, au fil des siècles, des idéologies impérialistes et autoritaires, du colonialisme européen au fascisme, qui se sont réclamés de la grandeur romaine pour légitimer leur domination.